Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je suis Salim Nesba et je vous propose de nous arrêter une nouvelle fois sur la chute des marchés boursiers. Dans cet épisode, enregistré mercredi 9 avril, nous allons parler stratégie avec Nicolas Eusicom, le spécialiste des investissements de la banque Pulatco. Nous évoquerons aussi avec l'analyste Laura Roba le secteur pharmaceutique et celui des biotech, particulièrement matraqués sur les marchés financiers ce mercredi, alors que l'administration Trump a annoncé la veille au soir des droits de douane visant ces deux secteurs en particulier. Faut-il changer de stratégie ou profiter des moindres baisses pour racheter des actions ? Quels sont les signaux à suivre pour savoir quand les marchés se stabiliseront ? Les valeurs pharma et les biotech, particulièrement présentes à la bourse de Bruxelles, vont-elles être sérieusement touchées par les décisions de la Maison-Blanche ? On va tenter de répondre à ces questions dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Avant ça, permettez-moi de vous dire que l'équipe Tracker chamboule quelque peu sa programmation au vu de l'actualité des marchés. Nous continuons toujours à rencontrer des investisseurs particuliers pour compléter notre galerie de portraits d'investisseurs et d'investisseuses, comme ce lundi où Jonas était venu nous expliquer pourquoi il avait acheté des actions Tesla en 2017 déjà, actions qu'il a depuis lors liquidées sans au passage empocher une belle plus-value qui lui a servi à financer l'achat d'une Tesla. Nous diffuserons donc son témoignage dans quelques semaines, mais nous voulions aussi partager avec vous sa réponse donnée ce lundi, alors que les principaux indices boursiers piquaient du nez. On écoute Jonas. Dans ce genre de moment où tout est un peu bas, moi au contraire j'achète et je me dis c'est peut-être une bonne opportunité et en plus dans ces moments de panique ça va aider l'entreprise peut-être à rebondir, donc c'est plutôt à ce genre de moment où j'achète, où je suis plutôt presque en confiance. Donc il est plutôt question d'appuyer des choix qui ont déjà été faits, ou est-ce que pour toi c'est l'occasion de te remettre en question ces choix-là et te dire comme tout le marché baisse, il est peut-être temps de changer de stratégie, il est peut-être temps de procéder à ce qu'on appelle la rotation sectorielle. Je me pose parfois la question, surtout en ce moment, et avec les changements de paradigme qu'il y a. Donc je pense sincèrement plutôt investir dans quelque chose d'européen à l'avenir pour pouvoir participer, on va dire, à la réindustrialisation de l'Europe, essayer d'aussi voter entre guillemets avec mon argent pour ça, pour cette volonté. Et donc à ce moment-là, je vais vraiment observer les constructeurs européens et puis essayer de faire mon choix. Si tu avais un stratégiste là en face de toi qui pourrait te donner des idées ou des conseils pour réallouer tes capitaux vers des valeurs européennes, qu'est-ce que tu lui poserais comme question ? Faut que je réfléchisse. Vraiment, là, faut que je réfléchisse parce que... Alors, comme je suis quelqu'un qui ne s'est pas vraiment intéressé à la finance techniquement, donc j'ai vraiment... pas vraiment les bases, je sais juste que je peux avoir un compte titre et acheter des actions, les revendre. Je demanderais s'il y a des possibilités, on va dire, d'investissement qui seraient plus long terme encore que ce que je fais actuellement, qui est juste d'acheter une action et de la revendre peut-être 5 ans plus tard. Justement, nous avons contacté Nicolas Eusicom, spécialiste des investissements au sein de la banque privée Pulatco. Pour lui, il manque clairement de visibilité actuellement pour répondre à Jonas et se positionner sur le marché. D'ailleurs, selon lui, s'aventurer sur des stratégies risquées est clairement inutile par les temps qui courent. Bonjour Nicolas. Bonjour Salim. Première question, est-ce qu'on est bien dans une phase d'escalade de cette guerre commerciale ? Parce que à voir les cours monter, descendre, à entendre les investisseurs réagir, on voit qu'on ne sait plus s'accrocher à des fondamentaux ou à des choses très concrètes. En effet, depuis mercredi soir dernier, on remarque que les indices boursiers ont pris la panique avec des très fortes corrections, autant sur le marché américain qui s'approche d'ailleurs de
de niveau aux alentours des moins 20% par rapport au pic sur le S&P 500, mais également sur les valeurs européennes qui avaient pourtant très bien performé depuis le 1er janvier, mais qui ont baissé. Donc je pense qu'il y a en effet un sentiment de peur vis-à-vis de l'incertitude qui est toujours omniprésente. On aurait pu se dire qu'après l'annonce de Donald Trump, un certain voile aurait été levé sur l'incertitude parce que il a quand même annoncé toute une série de chiffres qui sont d'ailleurs depuis ce matin implémentés pour la majorité des pays concernés. Mais il y a toujours une incertitude qui est présente. C'est les différentes négociations qui seront prises envers les différents partenaires commerciaux. On remarque que pour certains, les négociations sont, je dirais, en tout cas dans une meilleure voie que pour d'autres. On le remarque hier vis-à-vis des escalades commerciales qu'on a eues envers la Chine. Par contre, vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Corée du Sud, on remarque que la voie, en tout cas actuellement, n'est pas la même. Donc c'est une situation, en tout cas, qu'on suit vraiment de très près, mais pour le moment, on remarque que le petit sentiment d'accalmie, par exemple, qu'on a eu hier sur les marchés en Europe, n'a pas spécialement duré. Et on l'a vu également sur les marchés américains hier, qui ont eu tendance à clôturer dans le rouge. Oui, on voit aussi que le marché obligataire américain de surcroît, est souvent un ultime refuge quand tout va mal, et même là, c'est difficile. Tout à fait. Oui, tout à fait. On remarque en fait que il y a un sentiment où on veut récupérer du cash en fait et vendre un peu toutes les classes d'actifs. La semaine passée, lorsqu'il y avait eu l'annonce, donc le mercredi soir, la poche obligataire avait plutôt bien réagi dans le sens où on avait eu des taux plutôt orientés à la baisse et donc la partie obligataire des portefeuilles se comportait comme on le veut en fait, c'est-à-dire comme matelas de sécurité. Aujourd'hui, on remarque en effet même les bons du Trésor, notamment sur des échéances assez longues. On voit par exemple le 30 ans américain s'apprécier donc au niveau des taux assez fortement et ne joue donc pas son rôle de diversificateur comme on aurait pu s'y attendre en portefeuille. Par contre, il y a d'autres classes d'actifs. Par exemple, aujourd'hui, l'or se comporte plutôt bien. Donc, il y a des éléments diversificateurs qu'on peut retrouver sur d'autres classes d'actifs. Alors, quand tout change comme ça, d'une journée à l'autre, d'une séance à l'autre, d'une classe d'actifs à l'autre, est-ce que il faut changer de stratégie et essayer de suivre immédiatement les changements? Alors, dans des moments comme on l'a vécu les derniers jours, c'est vraiment important de garder la tête froide plutôt que de réagir à chaud. Ça peut tendre clairement à des sentiments ou à des stratégies où un investisseur peut vendre sur peur, cristalliser une perte et se voir en fait obligé de racheter plus tard lorsque les nouvelles sont meilleures. Sauf que le problème, c'est que quand les nouvelles sont meilleures, le marché le sait déjà et donc les prix ont déjà commencé à augmenter. Et donc, ça peut amener en fait à des pertes assez considérables et d'où cette notion d'éviter ce qu'on appelle le market timing. Donc, c'est une notion qui est évidemment très connue dans le monde de la finance, mais c'est très compliqué en fait de savoir quand le point bas d'un marché est ou quand le point haut d'un marché est. Donc nous, dans cette optique-là, on préfère simplement garder le cap. Donc pour les portefeuilles et pour les clients qui sont déjà investis, on a notre stratégie d'investissement qui est en place, on reste investi, on évite le market timing. On a évidemment essayé de diversifier un maximum les portefeuilles au sein des classes d'actifs, entre les classes d'actifs, pour essayer d'apporter de la décorrélation, pour avoir justement, dans le cas où les marchés actions venaient à fortement corriger, comme on le voit actuellement, eh bien d'autres actifs qui peuvent un petit peu aider. La semaine passée, ça a été plutôt du côté obligataire. Maintenant, on le voit plutôt sur l'or. Donc voilà, et ça permet d'absorber, je dirais, une partie de la baisse. Et on voit aussi que ça va très vite parce que avec les Trump trades, entre le résultat des élections et l'investiture, on conseillait plutôt à être très exposé sur les États-Unis. Est-ce que là, il faut revoir ça complètement? Est-ce que là, maintenant, il faut revoir sa stratégie complètement et se diriger vers d'autres zones géographiques?
dans notre stratégie d'investissement, on l'avait déjà fait il y a maintenant quelques semaines, notamment suite aux annonces de relance assez importantes du côté européen, qui ont touché l'infrastructure, la défense, mais donc c'est des plans quand même assez massifs. Donc on a eu tendance à diversifier davantage notre poche action en allant justement rajouter un petit peu d'actions européennes dans le portefeuille. Et au sein des valeurs américaines, c'est aussi quelque chose qu'on avait enclenché déjà en fait depuis la fin de l'année dernière. C'est en fait plutôt que garder une concentration assez importante de valeurs technologiques dans l'indice S&P 500, aller en fait s'exposer sur un indice, je dirais, plus diversifié d'un point de vue sectoriel. C'est le S&P qui est équipondéré en fait, et qui, plutôt que d'assigner à chaque valeur qui compose l'indice un poids qui équivaut à sa capitalisation boursière, un poids égal. Et donc en fait on se retrouve sur une exposition qui est moins biaisée vers la technologie, dans lesquels on a des secteurs comme par exemple l'industrie qui vont être plus représentés, et qui nous permet donc de diversifier davantage notre exposition au marché américain et d'aller vers des actifs qui sont certainement également moins valorisés. Quand, selon vous, on arrivera à une situation un peu plus normale, quels seront les grands indicateurs qui vont nous permettre de repenser à une stratégie plus linéaire ? En fait, comme je le disais, donc c'est très difficile de dire si on est définitivement vraiment passé le pic d'incertitude. Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'on n'est clairement pas à l'abri d'escalades supplémentaires. On l'a encore vu hier avec la Chine. Donc un élément clair, c'est toute avancée notable ou un signe qui montre une accalmie ou une désescalade dans les négociations, ou alors un retour en arrière, peut-être d'administration Trump sur certains pays. Voilà, ça typiquement, ce sera un premier élément. Pour le moment, c'est pas vraiment encore le cas. D'autres, je dirais, éléments qui pourraient nous relancer un peu plus sur les marchés actions, c'est des mesures de stimulus supplémentaires, que ce soit d'un point de vue monétaire, par exemple, avec des baisses de taux plus importantes que ce que le marché pourrait l'attendre actuellement, ou alors des mesures de relance supplémentaires d'un point de vue fiscal. On l'a déjà vu en Europe. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, d'ici la fin de l'année, il y a un autre élément à l'agenda de Trump, c'est les baisses de taux au niveau des sociétés américaines. Donc voilà, il y a des éléments quand même à garder en tête qui pourraient ramener un vent positif sur les marchés, mais pour le moment, malheureusement, on est coincé dans cette incertitude au niveau des tarifs douaniers. Et dernière question, dans le contexte actuel, avec la saison des résultats qui s'ouvre ce vendredi déjà, on entend aussi beaucoup de jeunes investisseurs, d'auditeurs de notre podcast dire c'est les soldes, je vais racheter des actions. Donc on est bien d'accord, les épisodes de volatilité sont fréquents dans ce type de contexte, et ça peut très vite descendre, très vite monter du jour au lendemain. Ah oui, clairement. Un exemple assez clair, et je pense que c'est devenu maintenant un cas d'école, c'est le Covid. Donc en mars 2020, quand on a connu des pics de volatilité très importants, même en fait plus importants que ce qu'on a vu lors des derniers jours. Clairement, un investisseur qui aurait pris peur après plusieurs journées de baisse, vu le rebond qu'on a connu lors des semaines qui ont suivi, des mois qui ont suivi, et qui a été extrêmement rapide. D'où encore cette notion d'essayer d'éviter le market timing. Pour les investisseurs, par contre, qui ne sont pas encore dans les marchés ou qui souhaitent rentrer davantage dans les marchés, des sursauts de volatilité comme on le voit actuellement, c'est clair que ça peut amener des opportunités d'investissement, mais c'est important alors dans ces cas-là d'essayer peut-être de lisser ces investissements, de ne pas y aller d'un coup, parce que vu l'incertitude qu'on a et qui est encore présente d'une journée à l'autre, essayer de lisser ces niveaux d'achat pour progressivement rentrer dans les marchés, voilà, c'est une stratégie que j'aurais tendance à mettre en avant. Eh bien, merci Nicolas pour tous ces éclaircissements. On espère que la situation va se calmer un petit peu quand même. Je l'espère également. Et là où c'était moins calme ce mercredi, beaucoup moins calme même, c'était dans le secteur des pharma et des biotech. Rien que dans le BEL 20, UCB et Argenix étaient les sociétés affichant les pertes les plus importantes. Pour comprendre ce qu'il se passe, nous avons appelé Laura Roba,
analyste spécialisé dans le secteur pharma et dans les biotech à la banque Degroof Petercam. Bonjour Laura. Bonjour Salim. Alors, on voit que le secteur pharma est très touché aujourd'hui par ce qui se passe, par cette crise des tarifs douaniers. On pensait qu'il allait être plutôt épargné. Quelles sont les conséquences immédiates pour le secteur pharma et celui des biotech, en particulier pour les entreprises cotées à Bruxelles ? Alors le premier élément, c'est que effectivement Trump a annoncé hier soir prévoir des nouveaux droits de douane importants pour le secteur pharma. Pour l'instant, on n'a évidemment aucune visibilité sur le montant de ces droits de douane. Quand est-ce que ceci pourrait entrer en vigueur et ce qui serait effectivement soumis à ces droits de douane, étant donné que actuellement, ce qui est repris par l'administration Trump sous le terme pharmaceutique n'est pas encore entièrement clair. Est-ce qu'on parle uniquement du produit pharmaceutique fini ou également de l'ingrédient pharmaceutique actif et les autres composants nécessaires à la fabrication du médicament? Ça reste encore flou. Et suivant qu'on parle de l'un ou de l'autre, l'impact ne sera pas le même. Si on prend par exemple Argenix en Belgique, son médicament phare, le Vyvgart, est produit aux États-Unis pour les États-Unis. Par contre, les ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer le médicament, eux, proviennent d'un peu partout dans le monde, le Royaume-Uni, la Suisse, le Danemark, Singapour. Et donc, si ces ingrédients sont soumis aux droits de douane, on verra effectivement un impact sur les coûts de l'entreprise. Et justement, le marché américain pour Argenix, pour UCB, on l'a vu encore récemment, c'est un marché qui est très important. Est-ce que les États-Unis, qui devancent maintenant l'Europe dans toute une série de domaines, dans la pharma, dans l'investissement, dans la disponibilité des capitaux, dans les droits de propriété intellectuelle, est-ce qu'on va assister à un exode des entreprises européennes, belges, vers les États-Unis? Et comment est-ce que l'Europe peut faire pour garder tous ces leaders ici ? La Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques, qui regroupe notamment des gros noms comme Bayer, Novartis ou Novo Nordisk, a effectivement averti hier la présidente de la Commission européenne que ces droits de douane risquaient d'accélérer l'exode de l'industrie vers les États-Unis. Et la fédération, elle demande à l'Europe de revoir son cadre réglementaire pour le secteur, notamment de payer davantage pour les médicaments, renforcer tout ce qui est loi sur la propriété intellectuelle, d'accélérer les décisions réglementaires et aussi de veiller à ce qu'il y ait une continuité entre les législations sur l'environnement et sur les produits chimiques pour que les entreprises puissent construire des usines de production. Par contre, ces réclamations, elles ne sont pas nouvelles, dans le sens où la fédération, elle avait déjà averti l'Europe à plusieurs reprises que s'il n'y avait pas un changement au niveau réglementaire, le secteur allait fortement souffrir de la concurrence américaine, mais aussi de la concurrence chinoise, et allait probablement être amené à délocaliser. Et donc, ces droits de douane, c'est en fait un incitant supplémentaire. Et alors, vous le disiez à la première réponse, on voit que le secteur pharma est complexe, notamment dans sa dépendance au commerce international, un peu comme le secteur de l'automobile. La fabrication des médicaments nécessite l'intervention d'une multitude d'acteurs, de produits qui viennent parfois des quatre coins du monde. Quelles sont les sociétés pharmaceutiques européennes les plus exposées au commerce mondial ? Alors, il y a aujourd'hui très peu d'entreprises pharmaceutiques qui font tout aux États-Unis. Aujourd'hui, la production, elle est optimisée à l'échelle mondiale, pas que dans le secteur pharma d'ailleurs. Et très souvent, même si l'usine de production est aux États-Unis, les ingrédients sont sourcés ailleurs dans le monde. Par exemple, la Chine, l'Inde ou l'Irlande, ce sont des gros fournisseurs d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Et déplacer toute la chaîne de production aux États-Unis, ça va demander énormément de temps, mais ça va aussi exiger de la main-d'œuvre, parfois avec des connaissances qui sont très spécifiques. Et donc ça va pas être nécessairement facile à trouver et aussi potentiellement plus cher qu'ailleurs. Et on a parlé d'Argenix au début et vous venez de mentionner UCB. UCB, par exemple, n'a pas d'usine à proprement parler aux États-Unis, mais elle collabore avec des sous-traitants américains. À nouveau, par contre, ceux-ci utilisent des ingrédients qui viennent d'un peu partout dans le monde, donc on en revient au même point, in fine. Et dernière question, la bourse de Bruxelles est souvent citée en exemple pour être une bourse qui accueille de grands noms de la pharma, de la biotech.
Est-ce que la bourse de Bruxelles a plus à perdre que ses voisines européennes et comment est-ce que les investisseurs déjà investis dans le secteur pharma ou celui des biotech doivent-ils réagir ? C'est vrai qu'on a en Belgique un secteur pharma qui est florissant plus que certains pays voisins. On a un bel écosystème. Aujourd'hui, on est face à énormément d'incertitudes et comme on l'a mentionné plus tôt, on n'a aucune visibilité sur le quoi, quand ou comment. Je pense qu'il faut pas céder à la panique et il faut garder en tête aussi que les fondamentaux d'entreprises telles que Argenix et UCB sont solides. Ils fournissent des médicaments qui ont une réelle valeur ajoutée pour les patients et je pense qu'il faut aussi pas oublier que l'impact sur le secteur va dépendre des décisions qui sont prises au niveau européen. J'espère que les réponses apportées par les deux spécialistes des marchés que vous venez d'entendre pourront vous éclairer, voire un petit peu vous apaiser. Restez connectés à l'écho sur le site et l'app du journal pour vous tenir informés des dernières évolutions de ce qu'on appelle la guerre commerciale, lancée par l'administration Trump. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour le podcast Tracker. Merci pour votre écoute et à très bientôt.